La relation à l'autre est un livre qui était paru en 1998. Vous aimez souvent dire que c'est votre livre préféré. Et vous avez cette phrase qui sera notre entame. Dans chaque tradition intellectuelle, on formule dans des termes différents la question de l'autre. C'est un constat, mais c'est un constat qui nous amène où? D'une certaine façon, c'est le problème sociologique par excellence. Comment est-ce qu'on... Alors, j'aime pas beaucoup, je déteste maintenant l'expression vivre ensemble qui a remplacé cohésion sociale, intégration sociale pour dire la même chose dans les termes modernes. Mais la question du collectif ou la question de la société humaine, c'est celle-là. Comment est-ce qu'on vit avec l'autre, puisque par définition, les autres sont les autres. Bon. Et le livre est sorti, on m'avait demandé un manuel sur les relations interethniques, puisqu'il y a très peu de choses là-dessus en France, parce que la France ne s'est pas posé le problème des relations interethniques à cause de la vocation universaliste qu'elle entretient et qui influence la sociologie et la sociologie elle-même. Mais on était en plein débat sur le multiculturalisme. Et la communauté des citoyens avait posé le problème de la constitution de l'espace public commun à tous, malgré la diversité des traditions historiques et religieuses. Donc le multiculturalisme était un problème qui nous concernait tous et sur lesquels il y avait de grands débats et dans lesquels j'étais nettement minoritaire, puisque la plupart des sociologues prônaient une forme de manière plus ou moins sophistiquée, une forme de multiculturalisme. Et donc, donc on m'avait demandé ce manuel sur les relations interethniques et j'avais présenté ces lectures au cours de mon séminaire qui avait été l'occasion donc de discussion de chacun des auteurs, des grands auteurs sociologues qui ont posé cette question, puisqu'il y a une très grosse tradition aux États-Unis, étant donné la façon dont la population américaine a été formée. Il y a une grande tradition de discussion et de connaissances et d'enquêtes et de débats sur ces problèmes. Et au fur et à mesure que je discutais ces auteurs, mon ancien élève et ami Serge Pogam m'a dit mais tu as un livre là-dedans, au lieu d'être un manuel, fais ton propre livre à partir de la lecture de ce manuel, et c'est ce que j'ai fait. Et en effet, grâce à la lecture de la sociologie, surtout américaine, mais aussi anglaise et française sur cette question, ça m'a permis... Et canadienne, oui. Enfin, disons anglophone, de langue anglaise, la littérature de langue anglaise et française sur cette question. Ça m'a permis un peu de toucher à tous ces problèmes de l'universel et du particulier, des limites de la diversité, des problèmes de l'organisation sociale. C'était une façon de proposer, c'est pour ça que c'est le livre auquel je suis celui de mes livres auquel je suis le plus attachée, c'était une façon de proposer les formes de l'universalisme auxquelles je me réfère, c'est-à-dire l'horizon d'universalisme qui continue à exister malgré la relativité des cultures et la diversité des populations, que bien entendu je prends en compte et que j'apprécie, mais qui risquerait de remettre en question l'intégration démocratique si il n'était pas transcendé par le projet politique commun. Alors, ce qui est surprenant, c'est que vous êtes une des rares à utiliser le terme diaspora, puisque nous parlons d'autres, de relation à l'autre, et que vous avez consacré sur les diasporas, aussi bien les fermiers allemands qui se sont installés aux États-Unis, les Chinois qui se sont installés à New York ou ailleurs, etc. Enfin, bref, vous avez une véritable cartographie des diasporas au cours du 19e et 20e siècle, et c'est vraiment, on a l'impression que c'est quelque chose qui vous passionne, cette relation à l'autre et aux diasporas. Oui, enfin ça, vous faites allusion au livre que j'ai rédigé avec Chantal Borde-Benayoun sur les diasporas, qui est un peu le prolongement de cette question. Que reste-t-il des populations dispersées? Comment continuent-elles à entretenir éventuellement une identité historique particulière et en même temps de participer à l'espace public de la démocratie? C'est appliqué à travers ce concept qui est plutôt
qui est souvent considéré comme un concept descriptif, de reposer le problème des populations dispersées, et toujours ce problème qui est quand même au cœur de l'organisation politique et sociale des démocraties, de faire un espace commun à partir de populations diverses. Alors d'une part, la diversité est reconnue comme une valeur démocratique, et nous la respectons. Mais d'autre part, là où on retrouve le problème des limites, la diversité ne peut pas aller au-delà de certaines conditions, parce qu'en même temps, on constitue l'espace commun de l'espace national. Et la relation à l'autre pose ces problèmes et montre la façon dont ils ont été posés et dont il y a eu des propositions de solutions par la littérature sociologique, puisque c'est une enquête sociologique qui prend comme données empiriques, comme matériaux empiriques, la connaissance sociologique qui porte sur ces problèmes. Alors, dans la mesure où vous décrivez toujours l'égalité et le principe de la démocratie comme un idéal, il est vrai que chez vous, dans la relation à l'autre, prenons par exemple l'exemple des Noirs, des Blacks aux États-Unis, la balance penche toujours, peu ou prou, du côté de l'universel. C'est-à-dire que vous dites finalement, il n'y a aucune raison, enfin, il y a des raisons historiques particulières à s'intéresser à telle ou telle communauté, mais il n'y a aucune raison, disons, à la particulariser à outrance, dès lors que l'on admet que c'est au nom de l'égalité des citoyens que les Noirs et d'autres minorités ont pu accéder à ce que la démocratie leur promettait. Alors, les revendications de ceux qu'on appelle maintenant les Afro-Américains ont été longtemps des revendications universalistes. C'est-à-dire, Martin Luther King, c'était bien ça. C'était au nom des valeurs communes de la démocratie américaine, il n'y a aucune justification à ne pas donner un statut civil, juridique et politique égal à ceux qu'à l'époque on appelait des nègres et des autres citoyens. Et donc c'était au nom des valeurs communes, c'était le combat universaliste. Reste que quand la réalité sociale est à ce point résistante à l'appel aux problèmes communs, aux principes communs, ce qui était le cas aux États-Unis, il y a la tentation, et on l'a bien vu, de la revendication particulariste, c'est-à-dire de ceux qui veulent une forme de sécession au nom du fait de l'inefficacité de la revendication des grands principes. Et c'est un danger constant, c'est un danger objectif. C'est-à-dire que si la démocratie trahit trop ses propres valeurs en ne donnant pas l'égalité civile, juridique et politique aux Noirs comme aux autres, elle risque de se retrouver devant l'expression publique des particularistes, la remise en cause des pratiques démocratiques, et on comprend la logique, et à la remise en cause de la démocratie elle-même. Si la démocratie se trahit trop elle-même, elle provoque ces formes de revendication particulariste. Alors, dans la mesure où il s'agit effectivement de dynamique démocratique, c'est pour ça, est-ce pour cela que vous mettez tant en valeur ce que vous appelez la dialectique de l'ethnique et du civique? C'est-à-dire que là, je ne sais pas si c'est la philosophe qui se cache derrière la sociologue, mais c'est une expression que vous reprenez souvent. Absolument, parce que la communauté des citoyens a été lue comme un manifeste républicain. Oui. Et l'analyse débouche effectivement sur l'importance de la République, mais en même temps, l'analyse sociologique montre que la transcendance, que j'appelle la transcendance républicaine, c'est-à-dire la constitution de cet espace public commun à tous par-delà les diversités, n'exclut pas ou n'évacue pas toutes les diversités historiques et religieuses. Elle en est même la condition du maintien, parce qu'elle établit des libertés publiques. Et on a insisté sur la dimension civique de modèle, alors que l'idée de transcendance, c'est l'idée que les deux existent et que le problème de nos sociétés, c'est de faire exister le respect des diversités compatibles avec la démocratie, le respect des croyances particulières, des références historiques particulières, avec la pleine efficacité, ou une efficacité aussi pleine que possible, du domaine public. Et il faut tenir les deux termes. Et le mot transcendance que j'ai utilisé voulait bien marquer qu'il ne s'agissait pas d'évacuer un des deux termes, et que ce qui caractérisait la société démocratique qu'elle était, c'était
effectivement les deux termes. Encore faut-il voir les limites, et on revient à ce problème des limites et des contraintes, de l'expression de l'ethnique. Alors, les limites de l'expression de l'ethnique, permettez-moi de faire référence à un récent manifeste. Nous sommes en décembre 2018, où vous vous inquiétez, disons, à l'intérieur même des études post-coloniales, de la montée en puissance, justement, de particularismes ceux des indigènes de la République, mais de toute autre forme d'expression que vous avez recensée. Pourquoi ce cri d'alarme au sein même j'allais dire, des sciences humaines et de vos disciplines? Parce que je vous ai dit que j'étais sans doute minoritaire dans le monde des sociologues, parce que les sociologues, à juste titre, sont sensibles aux diversités, au poids de l'histoire, et ils ne sont pas spontanément universalistes. Et sociologue universaliste apparaît à beaucoup contradictoire. Or, je pense qu'il faut, là aussi, il faut garder les deux termes, c'est-à-dire qu'il faut être sensible aux circonstances historiques particulières, au poids de l'histoire, aux spécificités culturelles, à la diversité des croyances, mais en même temps voir les limites de leur expression dans l'espace public, et qu'il n'est pas acceptable qu'au nom qu'une revendication d'égalité parfaitement légitime s'inscrivent dans une revendication identitaire qui exclut les autres. Alors, est-ce que justement, sur le plan institutionnel, la question de la relation à l'autre n'entraîne-t-elle pas au sein des universités, au sein des centres de recherche, disons, une forme, pour le dire vite, mais disons, d'américanisation, c'est-à-dire des problèmes, dans la mesure où la façon dont ils sont posés par ceux que vous dénoncez, ce sont souvent des provenances anglo-américaines. Oui, il y a bien sûr une influence des démocraties les unes sur les autres, et ça existe, mais les problèmes sont différents. Et c'est d'ailleurs ce qui est inquiétant, c'est qu'en France, on plaque des interprétations américaines sur une situation historique qui est très différente. Parce que le rapport avec les Noirs, avec les descendants des esclaves aux États-Unis, sont tout à fait différentes des relations qu'on a avec les anciens colonisés, enfin, les citoyens français aujourd'hui issus des pays qui ont été colonisés. Et c'est une situation et une relation qui est tout à fait différente, et on plaque une interprétation sur une autre. Et il y a longtemps que je me suis insurgée contre l'idée que les modèles américains, autant, comme vous savez, j'aime beaucoup les États-Unis, mais que les modèles américains étaient une façon de ne pas poser dans les termes justes les problèmes de la relation à l'autre tels qu'ils se posaient dans la situation française. Et comme le poids de la littérature interethnique américaine est considérable, parce que dans la relation à l'autre, il y a 5 chapitres consacrés à la littérature américaine, un à l'Angleterre, un à la France, c'est dire que le poids de cette littérature est grand. On a tendance à transposer au cas français. Or, c'est des cas historiques très différents. Le poids de l'esclavage constitutif de la société américaine depuis le XVIIe siècle est tout à fait différent des relations, pas longues d'ailleurs, qu'il y a eu dans la situation coloniale des grands-parents des citoyens français qui sont originaires des pays qui ont été colonisés. Donc, c'est un type de relation qui est différent, et il faut avoir des manières de le comprendre différentes. Mais on en revient au problème des limites. Toutes des limites de la diversité, et de la diversité acceptable et jusqu'à un certain point souhaitable. Parce qu'il est évident que l'idée de l'homogénéité est une idée totalitaire, et que les sociétés libres sont par définition des sociétés diverses. Et elles sont diverses par les origines des populations, par les conditions sociales qu'elles ont. Et plus elles sont libres d'une certaine façon, plus elles sont diverses. Enfin, il y a un lien entre la diversité et la liberté. Mais en même temps, il faut que cette diversité ne soit pas contradictoire avec les principes communs, faute de quoi on ne peut pas construire cet espace public commun.
Et les principes communs, c'est tout de même la liberté et l'égalité de tous les êtres humains. Or, toutes les sociétés traditionnelles sont moins favorables à l'égalité entre les sexes que la société démocratique. C'est la plus favorable à l'égalité, à la fois par ses principes et par ses réalisations. Et donc, les sociétés traditionnelles posent toujours ce problème de l'égalité des hommes et des femmes. Et là, il ne faut pas accepter cette forme de diversité. Ça ne conduit pas forcément à l'indistinction. Il reste la distinction selon les sexes qui est très importante. Mais l'inégalité, elle, n'est pas acceptable en fonction de nos principes. Et il ne faut pas accepter la transformation de l'espace public commun en espace religieux. Parce que sinon, on revient avant les guerres de religion et la manière dont la neutralité de l'espace public favorise la cohabitation et même les échanges entre les différentes convictions et les différentes églises. Là, il y a des limites à la diversité dont il faut prendre conscience au nom du principe universel que porte l'espace public commun. Il n'est pas universel par nature, et plus on l'observe, plus on voit qu'il n'est pas universel, mais il est de principe à horizon et à ambition universelle. Et tout ce qui remet en cause cette universalité et les instruments de cette universalité, c'est-à-dire liberté et égalité de tous les êtres humains et séparation du politique et du religieux, n'est pas acceptable dans la logique démocratique.